Bonjour et bienvenue dans le ZCL de ce lundi 9 novembre. Bonne nouvelle, le soleil est revenu et Danick, lui, sera de retour demain dans l'émission. Pour le reste, dans les titres, à la mi-journée, nous reviendrons sur ces intempéries qui ont touché la Martinique ce week-end. Ce matin, la vigilance est repassée au vert, mais les très fortes pluies ont fait de gros dégâts, notamment dans le sud de l'île. La Guadeloupe échappe-t-elle au phénomène de radicalisation et de l'engagement de certains jeunes aux côtés des djihadistes en Syrie? Pierre Ngahan, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, était en visite en fin de semaine pour évoquer le sujet. Nous l'entendrons dans ce journal. Et puis, c'était un derby très attendu entre l'USBM et l'USR samedi au stade de Bémao. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Saint-Rosiens 2-0. Nous referons le match comme chaque lundi avec nos experts football. Et puis, restez bien connectés sur Canal 10 dans le ZCL et dans ce journal. Nous recevrons au cours de notre édition Ghislaine Nonga, elle est vice-présidente de l'Association des Amis du Memorial Act. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jocelyn Nagapin, vous êtes prêtre hindou. Bonjour. Et tous les deux, vous viendrez nous parler d'une belle fête qui se déroulera au Memorial Act mercredi, la Diwali. Exact. On en parlera dans quelques minutes. On revient dans ce journal sur les intempéries qui ont durement touché la Martinique dès vendredi et durant tout le week-end. Même si la pluie avait été annoncée, nombreux sont ceux qui ont été surpris par l'ampleur du phénomène. Vous le voyez sur ces images, à la clé d'importantes inondations et dégâts. C'est le sud de l'île qui a été le plus durement touché. 26 personnes ont été secourues par les pompiers dans la journée de vendredi. C'est à Rivière-Pilote, à Rivière-Salée ou encore à Petit-Bourg qu'ils sont principalement intervenus. À noter également que près de 1000 clients ont été privés d'électricité sur les zones du Gros Morne et d'Acajou vendredi en Martinique. Il est tombé jusqu'à 190 mm de pluie au Vauclin dans la seule journée de vendredi. Le préfet de région de Martinique était sur le terrain hier pour inviter les élus à monter les dossiers afin de bénéficier des arrêtés de catastrophes naturelles. La Guadeloupe échappe-t-elle au phénomène de radicalisation et de l'engagement de certains jeunes aux côtés des djihadistes en Syrie? Pierre Ngahan, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, était en visite en fin de semaine dernière en Guadeloupe pour évoquer le sujet avec les autorités locales. Nous revenons sur ces échanges et l'absolue nécessité pour lui d'agir en amont. Les images sont signées Jeff Taylor. L'objectif de cette journée, c'est de venir en appui des autorités préfectorales locales, du préfet de la région Guadeloupe, pour travailler avec ses équipes et bien sûr ses partenaires sur les enjeux de la radicalisation violente. Parce que ce qui nous préoccupe le plus dans la radicalisation, c'est sur la dimension violente. Et donc l'enjeu, c'est de bien être dans le discernement, de bien comprendre les sources des problèmes, mais surtout de bien savoir comment prendre en compte, en charge, les personnes qui pourraient basculer et leurs familles. L'enjeu, c'est de détecter très en amont. Quand les personnes sont déjà radicalisées au sens où vous pouvez l'entendre, elles sont à peu près déjà détectées par nos services de renseignement. Mais par contre, lorsqu'on a les premiers prémices, parce que l'enjeu, justement, c'est d'être capable d'aller les chercher avant qu'ils ne deviennent méchants, si vous voulez. Lorsqu'on est dans les premiers prémices, surtout s'ils n'ont posé aucun acte délictueux, s'ils ne sont pas fichés à la police, on ne peut pas, s'ils n'ont jamais eu de passage à la police, on ne peut pas les détecter. D'accord ? On ne va pas aller parce qu'un de nos concitoyens commence à laisser pousser la barbe, commence à avoir une attitude vestimentaire qui ne nous convient pas, on ne va pas aller l'arrêter. Donc l'enjeu qui est le nôtre, c'est de pouvoir les détecter en amont. Et tout l'enjeu de ce séminaire, c'est de donner les outils aux acteurs préfectoraux, mais locaux, les partenaires locaux, pour pouvoir contribuer collectivement à cette détection très en amont. Je pense qu'au début de tout ça, par rapport à nos jeunes, malheureusement, qui se laissent enrôler dans ces idéologies, il y a souvent une grande fragilité au départ. Il y a souvent un parcours d'échec. Il y a souvent une question identitaire, une remise en question, y compris existentielle, de ces personnes. Pour que ces personnes soient en rupture telle pour qu'elles préfèrent une perspective, je dirais,
de cette nature-là, aller en Syrie, en zone de combat, et aller rentrer, je dirais, dans des endroits où la violence est permanente, alors qu'elles pourraient vivre, je dirais, même si c'est plus difficile, dans leur pays d'origine, c'est qu'il y a quand même des questions à se poser. Voilà, restez attentifs tout en prenant garde aux amalgames. En politique, 2 infos à retenir ce lundi. Si vous vouliez déposer une liste pour les régionales, eh bien c'est trop tard. Vous aviez jusqu'à midi pour le faire aujourd'hui. Nous ferons un point dans notre journal de 18h30 sur les forces en présence avec notre expert politique Yves-Lise Boissé. Sachez que le candidat sortant, Victorin Lurel, présente sa liste à l'heure où nous parlons. La Guadeloupe, toujours mieux, c'est sa liste pour les régionales. En politique, toujours Macron 2, le retour, le très médiatique ministre de l'économie a présenté ce lundi à Bercy les grandes lignes de son projet de loi intitulé « Nouvelles opportunités économiques ». Emmanuel Macron veut présenter ce projet en Conseil des ministres en janvier. Au menu de cette loi, c'est le virage numérique qui est en jeu essentiellement. À noter également qu'en deuxième partie du ZCL, dans la chronique entreprise de Catherine Gustave, nous évoquerons la réforme du Code du travail en 4 points à retrouver donc après 13h. À Sainte-Anne, la déchetterie de Bel-Air, inaugurée fin juillet, est ouverte et opérationnelle depuis samedi. Cet équipement communal permettra aux Sainte-Annais d'offrir une deuxième vie à leurs déchets pour recyclage et valorisation. Pour rappel, l'accès y est gratuit et réservé aux particuliers résidant à Sainte-Anne. On regarde ce reportage, il est signé Olivier Moradel. L'objectif pour nous, c'est de faire que les déchets soient une ressource qui débouche sur un développement économique. Faire en sorte que ces déchets puissent être réinjectés, réutilisés dans le circuit, revalorisés bien sûr, dans le circuit économique avec des produits qui soient innovants. Et qui dit création d'activité, dit création d'emplois. Et ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est que chaque citoyen puisse se dire que cet outil m'appartient. Mais au-delà de ça, que je lance un appel aussi à l'ensemble des directeurs et directrices d'école de Sainte-Anne, de faire en sorte qu'il y ait des projets pédagogiques en relation avec cet outil. Moi, le maire de Sainte-Anne, je suis prêt à mettre à la disposition pour certaines classes, pour certaines écoles, un quart pour que les enfants puissent venir voir comment fonctionne une déchetterie et pouvoir transmettre l'information. Et cette information, elle commence par là, à la base. Mais aussi, nous voulons que chaque citoyen soit éco-responsable, que cette éco-responsabilité puisse déboucher sur l'éco-citoyenneté et surtout l'éco-développement, la gestion des déchets. Nous sommes tous responsables. Nous avons ouvert au public pour leur permettre d'avoir un exutoire et puis pouvoir déposer leurs déchets à un endroit bien précis pour limiter certains incivismes qu'on constate sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Donc différents types de déchets vont être acceptés sur cette déchetterie. Donc on a 2 équipes. On a 2 chefs d'équipe et 2 brigades qui seront là pour accompagner la population. Lorsque les utilisateurs vont venir, on va les accueillir et les orienter sur le site de manière à ce qu'ils sachent où se diriger et où déposer leurs ordures. Donc pour les accompagner, on a aussi mis en place une petite plaquette avec toutes les informations nécessaires de manière à ce qu'ils sachent quoi faire de leurs déchets. J'ai rassemblé des trucs chez moi parce qu'avant j'allais jusqu'au moule. J'allais jusqu'au moule déposer mes déchets, des fois même à Petit Pérou. Donc j'ai rassemblé depuis 1 mois à peu près certaines choses. Et comme j'ai entendu aujourd'hui ça ouvre, ça a ouvert ses portes, donc j'ai profité pour venir déposer à Sainte-Anne. Je lance un appel solennel qu'avec cet outil, qu'il n'y ait plus de décharge sauvage. Évidemment, nous avons continué à sensibiliser, à communiquer, à informer. Je voudrais que chaque administré de Sainte-Anne puisse s'approprier de cet outil, faire en sorte que cet outil puisse régler le problème des décharges sauvages. On reste dans cette page environnement et nous partons pour les abîmes et la présentation de la promenade verte et bleue. Un tracé qui suit les rails du projet de tramway est entièrement dédié au mode de déplacement doux. Une exposition est dédiée à cette promenade dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi au centre Sonis à l'exception du 11 novembre. Explication avec ce sujet signé Maxime Morel. Il est très important aujourd'hui de bien comprendre que l'agglomération, elle essaye de se construire et de se consolider sur des principes qui n'ont pas été ceux qui ont
pousser au développement de notre territoire qui ont été souvent des développements d'opportunités, de réponses à des besoins économiques ou de logement ou de déplacement, mais par des réponses dispersées et souvent antinomiques avec l'espace que nous occupons. Avec l'agglomération aujourd'hui, on pense le territoire dans sa globalité et on essaye d'anticiper son développement. On a comment va être son développement, et c'est ainsi qu'est né le projet TRAM, comment répartir l'habitat, quelles sont les zones où il faut moins d'habitat social, où il en faut plus, quelles sont les zones où il faut de l'habitat pavillonnaire ou des zones qu'il faut au contraire densifier, quelles sont les zones économiques, comment anticiper sur les développements, des zones économiques. Et dans tout cela, il faut vivre, donc il faut se déplacer, il faut profiter de sa nature et non pas l'agresser, de son environnement et non pas l'agresser. Et le projet d'aujourd'hui, il rentre dans cette problématique-là. Dans cet espace de vie où on va se déplacer, où on va travailler, où on va aller bénéficier d'équipements sportifs, culturels, comment vivons-nous au quotidien? Comment vivrons-nous au quotidien? Comment faire du jogging, de la promenade qui nous permettent de relier un point à un autre en profitant de notre environnement et encore une fois en évitant d'agresser cet environnement? C'est un petit peu l'objet de la réflexion et les pistes de réponse qui nous sont apportées aujourd'hui. Le but principal de ce projet est de mettre en place une promenade verte et bleue dans l'agglomération de Cap Excellence. Un des buts importants, un des enjeux importants de cette promenade, c'est aussi de re-questionner la relation entre l'urbain et le naturel, qui a été un petit peu mis en opposition depuis de nombreuses années sur l'île. Et avec ce projet, on a tenté de proposer l'établissement de nouvelles relations pour mettre en symbiose l'urbain et le naturel. Et cette nouvelle relation mise en place dans l'agglomération, on a appelé ça l'écosystème métropolitain. Un des aspects fondamentaux de ce travail était que cette promenade verte et bleue puisse être au plus près des habitants de l'agglomération et de faire en sorte qu'ils puissent participer à l'aménagement de la promenade et qu'ils s'approprient leur territoire de cette façon. Chez Cap Excellence, c'est en fait un territoire qui se trouve au cœur de 4 milieux naturels qu'on peut appeler la mangrove, les crêtes et ravines, la plate inondable et les grands fonds. Et chacun de ces milieux a un impact sur la ville et la ville peut interagir avec eux. Même si on a construit, on peut encore interagir avec la nature. 12h46, vous êtes toujours dans le ZCL. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, après 13h, nous retrouverons Catherine Gustave pour sa chronique entreprise. Aujourd'hui, nous évoquerons la réforme du Code du travail en 4 points. Mais pour l'instant, nous accueillons Ghislaine Nanga, elle est vice-présidente de l'association des Amis du Memorial Act. À ses côtés, Jocelyn Nagapin. Vous êtes prêtre hindou et vous venez nous parler d'un événement de lumière. Ça se passera mercredi au Memorial Act, la Diwali. Ghislaine Nanga, peut-être on dit 2 mots tout d'abord pour commencer sur l'association des Amis du Memorial Act. Très bien, donc l'association des Amis du Memorial Act, en son vocable, dit tout. L'amitié, c'est le soutien, c'est l'accompagnement, c'est la confiance, c'est tout ça. Nous avons accompagné le projet Memorial Act avant qu'il ne sorte complètement de terre et nous comptons le poursuivre avec l'équipe du Memorial Act pour en faire le lieu privilégié de connaissance, de compréhension, de savoir de tout le peuple guadeloupéen, de la Caraïbe et du reste du monde. Vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices du Memorial Act. Donc c'est vous qui avez contacté l'association pour organiser cette Diwali justement? Voilà, alors l'association a contacté donc Monsieur Nagapin qui est Poussari, prêtre hindou, parce que si vous voulez, nous avons toujours des rêves en commun. Et la lumière, c'est un rêve qui est commun à nous tous. Je veux dire, autant à vous qu'à moi, qu'à Jocelyn. Et la grande Diwali, fête des Lumières, c'était pour nous le moyen de nous rassembler, d'être ensemble, puisque de toute manière, que ce soit la communauté d'ascendance indienne ou d'ascendance noire ou les autres, il y a d'ailleurs une très belle exposition en ce moment au Memorial Act sur l'immigration, nous ne formons qu'une seule population. Et la lumière, ça devrait être ça qui nous rassemble tous. Alors Jocelyn Nagapin, je le rappelle, vous êtes donc prêtre hindou. Vous allez nous en dire un peu plus sur cette Diwali pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les non-initiés. Au niveau de la symbolique, j'imagine que ça représente beaucoup de choses.
Namasté, Vanakam, bonjour. Effectivement, le 11 novembre, nous allons célébrer la 25e édition des Festivals de Lumière en Guadeloupe, Diwali Puja, méga Diwali Puja. Et depuis 1991, on a donné naissance, on a redonné naissance à la Diwali au Temple Sarasvati. Ça veut dire que c'était une fête un peu oubliée ou ici on l'a célébrée un petit peu moins ? Au départ, c'est arrivé en Guadeloupe, on a oublié avec le travail, etc. Et j'ai repris cette fête-là en 1991 au Temple Sarasvati. Et depuis lors, chaque année, nous fêtons la Diwali. Et à l'ouverture du Memorial Act, j'ai pensé que voilà un lieu qu'on aurait pu faire une Diwali. Et quelques mois plus tard, Ghislaine m'appelle pour me proposer de faire une Diwali. Et vous pensez que c'était vraiment sérieux, j'étais vraiment content et que ça rentre tout droit dans le but que nous nous sommes fixés, c'est promouvoir la culture guadeloupéenne et particulièrement le pan indien de cette culture. Alors justement, c'est un rendez-vous spirituel. C'est un rendez-vous spirituel et philosophique. D'ailleurs, on a mis sur l'affiche la Grande Diwali 2015, événement philosophique et culturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc la Diwali représente la fin de la guerre entre les Devas, c'est-à-dire les forces du bien, et les Asuras, les forces du mal. Et bien entendu, les forces du bien ont pris l'ascendance. C'est la fin de la guerre entre, ou du moins entre l'ignorance et la connaissance. C'est la connaissance qui l'emporte. C'est aussi, ça représente la dualité entre la lumière et l'obscurité. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que nous célébrons la Diwali, la lune noire. De qu'un jour, il n'y aura pas de lune dans le ciel et que le symbole de lumière va nous illuminer pour donner la lumière de la connaissance, la lumière de la prospérité. Alors les lumières vont briller mercredi donc au Memorial Act. Vraiment, c'est une lumière multiple. Comment ça va se décliner concrètement mercredi ? Alors au départ, nous allons avoir une grande puja. La puja, c'est une messe en quelque sorte, c'est juste pour donner un mot qui ressemble à ce que les gens connaissent, mais c'est une messe où on poussait à Ganesh, ça correspond à Ganesh, Sarasvati, Lakshmi. Mais autour de ça, nous intégrons aussi les autres divinités comme Shiva, etc., pour pouvoir avoir une prospérité pour la Guadeloupe. Et après, il y aura la partie culturelle que Ghislaine va... oui, je sens que ça lui brûle les lèvres. Alors Ghislaine, allez-y. Voilà, pour revenir à la puja, il est important pour moi de préciser aux gens que justement, pendant cette partie un peu rituelle, un peu cultuelle, il est question pour eux de ramener des lumignons et des bâtons d'encens, de manière à ce que eux aussi entrent dans la lumière, partagent la lumière et puissent éventuellement la ramener chez eux. Alors, question pratique, est-ce qu'il faut observer un jeûne avant de venir ? Seulement ceux qui le désirent. Parce que c'est une fête sans alcool, sans viande, il n'y a que des légumes. C'est une fête végétalienne ce jour-là. On échange des cadeaux, des sucreries, des fruits frais, des fruits secs, et ça aussi ils pourront le ramener. Il faut aussi leur préciser à toutes ces personnes qui vont venir participer à cette fête des Lumières, qui viennent avec un coussin, un petit banc, un siège pour les plus... ceux qui ont le plus de difficultés à rester en position basse trop longtemps, de manière à ce que nous soyons tous ensemble au même niveau, donc il n'y a pas de scène, pas de... Voilà, nous serons tous ensemble. Alors justement, vous voyez les images derrière nous, oui. Là, hein. Il y aura des danseurs lors de cette Diwali mercredi soir. Alors ça c'est la partie culturelle, et le danseur que vous voyez actuellement s'appelle Quincy Kendall Charles. C'est le plus grand danseur de Kathak du monde. Il a été formé en Inde, à Delhi. Il est trinidadien d'origine. Et ce qui est important pour nous, parce que le Memorial Act, c'est un lieu qui est réservé, dédié à la Caraïbe, en tout cas en termes de connaissances, etc., c'est que lui vient de Trinidad, qui pratique un art ancestral hindou, et que pour nous, c'était vraiment le lien. Et à côté de lui, il y aura aussi le Disargam Dance Company, il y aura le Shakti Dance, des danseurs de Guadeloupe, danseurs de danse traditionnelle indienne, et ça va être un vrai grand moment. Alors, on en parlait tout à l'heure rapidement, donc on peut amener vous le disiez, des fruits, oui, et des symboliques à faire bénir. Hein, participer
à la Diwali, au Festival des Lumières, c'est extirper de soi les flux négatifs. Donc tous ceux et toutes celles qui veulent participer, enlever des flux négatifs sur eux, c'est de venir participer à la puja de Diwali, aussi amener des fleurs que le Pusari va bénir, amener des fruits que le Pusari va bénir pour retourner chez eux avec, les lumières, etc. Donc participer à la Diwali, c'est un acte hautement spirituel et philosophique. Peut-être, une question, comment ça se passe en Inde? C'est quelque chose d'extrêmement populaire, j'imagine? Alors, effectivement, en Inde et toute sa diaspora, la Diwali est fêtée le 11 novembre. Donc, c'est vraiment le monde entier sera illuminé avec des lumières de Lakshmi, déesse de la beauté et de la fortune. Il faut bien expliquer les choses, que Ganesh, c'est pour enlever les obstacles, Sarasvati, déesse de la connaissance et des études, et Lakshmi, c'est déesse de la beauté et de la fortune. Donc, prier ce trio Ganesh, Sarasvati, Lakshmi, c'est de donner en soi les outils pour qu'on puisse aller vers l'avant, aller vers l'avenir, être debout, être celui qui est vertical pour pouvoir, tant sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Ghislaine, peut-être pour finir, 2 mots puisqu'on a commencé avec l'association des Amis du Memorial Act, quels sont un petit peu les rendez-vous que vous préparez au Memorial Act? Alors oui, c'est vrai, nous avons oublié de dire que ce jour-là, nous allons aussi partager de la nourriture végétalienne, le dalmon, qui sera offerte gracieusement à toutes les personnes présentes. C'est vraiment un moment de partage. Une occasion de partager vraiment, encore. Vraiment. Pour revenir à l'association, si vous voulez, nous accompagnons le Memorial Act dans ses activités. C'est-à-dire que nous sommes là pour relayer toute information importante concernant le Memorial Act ou toute information qui pourrait, de toute manière, permettre à nos populations, ici et ailleurs en tout cas, de comprendre qu'est-ce que ça a été cette époque, à quoi ça a servi. Et en tout cas de comprendre aussi, parce que ça c'est très important pour nous, qu'aujourd'hui nous ne faisons qu'une seule Nous ne composons qu'une seule famille, que la Guadeloupe, elle a été réalisée grâce à de nombreuses migrations. Alors c'est vrai que pour les hindous et les Africains, il y a eu un lien. Nous sommes arrivés par un bateau dégrillé, l'Aurélie. Les hindous sont arrivés par l'Aurélie. Ou à Darboussier, sur le lieu du Memorial Act. Ici, là aussi, ils étaient mis en quarantaine avant d'être répartis sur les différentes habitations. Et quelle a été la fin, quoi, je veux dire, de cette période-là pour eux? Tous les deux asservis. Donc il ne doit y avoir aucune rupture entre nous. Nous ne formons qu'une seule famille. L'association des Amis du Memorial Act, elle est là pour ramener la famille vers le Memorial Act ou aller vers elle pour lui indiquer que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de compréhension de nous-mêmes, c'est un lieu de réconciliation. Voilà. Justement, mercredi, donc ce sera place à la lumière. On rappelle peut-être le rendez-vous. Il y a une toute petite chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'à la fin de la puja, nous aurons le partage du prashad. Le prashad, c'est la nourriture sacrée que j'invite un peu tout le monde à venir prendre sur le côté salutaire. Eh bien, merci à tous les deux en tout cas pour cette lumière que vous nous apportez sur le plateau. Merci. Donc on rappelle le rendez-vous. Le rendez-vous c'est mercredi 18h sur la place de la commémoration. La place de la commémoration c'est donc l'esplanade du Memorial Act et nous fêterons ensemble la lumière de 18 à 23h tous ensemble. Eh bien merci, on se donne rendez-vous mercredi. Merci beaucoup. Merci. On tourne une page de publicité, on se retrouve tout de suite après avec l'info qui continue et notre chronique entreprise et Catherine Gustave. À tout de suite. – 13h04 dans le ZCL et l'information continue. Il revient sur scène avec une nouvelle pièce. Le metteur en scène Jean-Pierre Sturm présente sa nouvelle création, une aventure en cabane. Le spectacle se joue sur les planches du petit théâtre Comédia Boulevard de Strasbourg, mais c'est à Paris. Maurice Cessé l'a rencontré pour nous. Est-ce que le sujet... Ça caille? Le chauffage est à fond. Maman, je te demandais en créole si ça allait. Eh, d'où tu me connais, mec? Ici, c'est vous. C'est vous quoi? Tu me vous vois, mec. Maman? Maman quoi? Tu me vous vois, point barre. Maman? Je m'appelle Josué. Salut, José.
Josué. Et toi? Et vous? Et vous quoi? Quel est votre prénom? Monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? T'as pas bien pigé? Voilà, on revient sur le plateau. On a un petit souci technique avec ce sujet. On essaiera de le vous présenter un petit peu plus tard. En attendant, on reçoit Catherine Gustave. Bonjour Céline. Bonjour Catherine et la chronique entreprise comme chaque lundi. Alors aujourd'hui on aborde la réforme du Code du travail en 4 points. En 4 points, en 4 axes absolument. Donc pour des entreprises plus compétitives et des salariés mieux protégés, nous lançons le Code du travail du 21e siècle. Donc ce n'est pas de moi Céline, mais du Premier ministre Manuel Valls le 4 novembre dernier lors d'une conférence de presse à Paris. Alors on détricote ou on tricote ? On va détricoter, voilà. Donc Manuel Valls a annoncé une refonte du Code du travail qui devrait aboutir en 2018. Donc le Premier ministre a parlé d'une véritable révolution censée permettre de fluidifier le marché du travail et de rendre la législation plus compréhensible. Alors est-ce que ça va véritablement être le cas pour les chefs d'entreprise notamment? En tout cas, c'est l'objectif présenté par le gouvernement. Donc en tout premier lieu, le gouvernement décidera de donner plus de place aux accords d'entreprise. Donc ça va être, Céline, l'un des axes clés de la réforme. Donc un droit du travail moins théorique, plus proche du terrain et des besoins propres à chaque entreprise. Donc pour cela, la loi donnera plus d'importance aux accords d'entreprise négociés entre les représentants du personnel, les syndicats et la direction. Ça veut dire redonner un petit peu ces lettres de noblesse au syndicalisme également, quelque part, aux partenaires sociaux? Aussi, et puis équilibrer en fait les relations entre les syndicats et le patronat. Donc les accords de branche et d'entreprise établiraient par exemple les repos compensateurs, les contingents d'heures supplémentaires, leur niveau de majoration, sans être, et ça c'est important, moins 10 ans que la loi. Donc plus de dialogue. Plus de dialogue, voilà, favoriser donc le dialogue social au sein des entreprises. Donc le deuxième axe, réduire le nombre de branches professionnelles. Donc elles passeront de 700 à 100, ce qui est considérable. Donc cette diminution drastique. 7 fois moins. Voilà, 7 fois moins, Céline. Donc c'est une diminution drastique qui vise à faciliter également le dialogue social. Donc il faut savoir que nous sommes le seul pays au monde à compter autant de branches professionnelles. C'est-à-dire qu'on faisait dans le détail. Voilà, donc il va s'agir en fait de rassembler les branches sociales, les branches professionnelles, pardon, parce que beaucoup d'entre elles sont beaucoup trop petites pour vivre. Par exemple, on parle de la branche des guides amazoniens, donc 6 salariés. La branche de la salaison de morue du canton de Fécamp, un seul salarié. Il est tout seul dans sa branche. Il est tout seul dans sa branche presque. Donc ces branches n'ont pas les moyens de se payer des permanents ni de mettre sur pied des négociations collectives. Quand on est tout seul, c'est un peu difficile de jouer collectif. Voilà. Donc les partenaires sociaux, Céline, auraient 2 ans pour engager un mouvement de regroupement volontaire des branches. À défaut, le gouvernement procédera lui-même à ces regroupements. Donc pour l'heure, nous ignorons encore sur quels critères seront établies ces fusions de branches. Alors on en arrive au point 3, Catherine. Le point 3, donc dynamiser le dialogue social. Donc sur ce point, on peut dire que le gouvernement a du pain sur la planche pour y parvenir. Donc aujourd'hui, une négociation en entreprise débouche sur un accord si les syndicats représentant au moins 30% des salariés le signent. Donc demain, c'est un seuil qui passera à 50%. Donc on peut penser légitimement que ce nouveau seuil risque de freiner plus que d'accélérer la négociation. Et le point 4 ? Le point 4, là, on réécrit. Un code du travail réécrit, parce qu'aujourd'hui, le code du travail français compte 3400 pages. C'est un gros pavé. Oui, il pèse 1,5 kg. Donc il comprend l'ensemble des lois et des règlements qui régissent les relations entre employeurs, salariés, représentants des salariés et les dispositions sur les conditions de travail. Donc au total, le code du travail compte 4000 articles, donc c'est colossal. Autant dire que pour un chef d'entreprise, d'une petite entreprise, justement PME ou TPE, qui n'a pas de DRH ou de service des ressources humaines, c'est difficile de s'y retrouver quand on n'est pas expert.
Absolument, absolument. Il faut être vraiment spécialiste du code du travail pour bien le comprendre. Et évidemment, donc un employeur qui veut se comporter de manière exemplaire dans sa gestion du personnel a plutôt effectivement intérêt à s'entourer de personnes ressources compétentes. Donc à ce titre, donc le patronat dénonce un code du travail trop compliqué et improductif. Donc le patronat remet aussi en cause, entre autres, le statut du CDI, donc le contrat à durée indéterminée, et l'impossibilité de déroger aux 35 heures. Or, Céline, le gouvernement promet de ne toucher ni à la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires, ni au SMIC, ni au contrat de travail. Donc, on peut voir ensemble comment quelques pays sont organisés sur ces points. Donc en Suisse, par exemple, le Code du travail n'existe pas comme en France. Donc il y a environ 200 textes qui définissent un cadre minimum, donc qui est le cadre des obligations. Donc c'est plus libéral quelque part. Absolument. Dans le sens où on a plus de liberté de régir un petit peu ces relations comme on le conçoit. Voilà, donc les relations sont beaucoup plus fluides entre les différents partenaires. Donc le temps de travail est fixé à 45 heures. Il n'y a pas de salaire minimum, donc 4 semaines de vacances, et les licenciements se font sans aucun formalisme ni justificatif apporté par l'employeur. En Allemagne, il n'existe ni code du travail ni salaire minimum. Le marché du travail est aussi très flexible, donc les embauches et les licenciements sont très simples. Il n'y a aucun formalisme à respecter non plus, Céline. Donc la fiche de paye, par exemple, d'un salarié allemand comporte 6 lignes contre 20 lignes pour un salarié français. C'est vrai qu'il y en a pas mal sur les fiches de salaire dans le code du travail français. Il faut bien détailler tout ça. C'est souvent très compliqué. Donc aux États-Unis, par exemple, le contrat de travail n'est pas obligatoire et reste pour la plupart du temps un accord oral. Au mieux, une lettre d'engagement peut être établie. Donc on dit que la relation entre employeur et employé est considérée comme at will. Donc cela signifie que l'employeur et l'employé peuvent mettre fin à la relation professionnelle à tout moment, sans préavis ni motif. Donc il n'existe pas non plus de contrat à durée indéterminée. Le salaire minimum est compris entre 5 et 7 $ de l'heure, donc ça nous fait entre 4 et 6 euros. Donc en France, il faut savoir que le SMIC horaire net, c'est 7,53 €. Donc la durée du travail minimum est fixée à 40 heures. Alors justement, la grande question, vous allez l'aborder, Catherine, en conclusion, mais est-ce que quelque part, il y a... Souvent, la grande critique, c'est qu'il y aura moins de protection au final pour les salariés, les travailleurs. Alors, il me semble en fait que l'objectif principal du gouvernement, c'est de protéger les intérêts tant des salariés que du patronat, mais réformer le Code du travail semble quand même indispensable. Sachez quand même qu'il n'y a pas si longtemps, l'idée même de toucher au Code du travail était ressentie comme un véritable sacrilège. Mais aujourd'hui, il apparaît comme évident et nécessaire de permettre aux entreprises de s'organiser plus simplement par le dialogue social direct au sein de chaque entreprise entre salariés et chefs d'entreprise. Donc maintenant, Céline, attendons le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres pour dire si les réformes seront faites en profondeur. Enfin, il faut noter que le gouvernement se donne environ 2 ans pour une réécriture globale du Code du travail, soit à l'horizon 2018. Donc il nous reste un petit peu de temps encore. C'est pas pour demain. Voilà. Alors Catherine, merci d'abord pour toutes ces explications très salutaires. On termine comme chaque lundi avec la citation qui fait du bien à la tête. Alors, notre citation du lundi: confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. C'est de Confucius. Voilà, la philosophie qui nous vient de Chine. Voilà. Merci Catherine. Merci Céline. À lundi prochain pour une nouvelle chronique. Avec plaisir, à lundi. On poursuit avec le journal et un mot de football si on parvient à voir ce sujet. Il s'agissait d'un derby très attendu. Je ne parle pas du Lyon-Saint-Étienne d'hier soir, mais du match entre l'USBM et l'USR en Guadeloupe samedi au stade de Bémao. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Saint-Rosiens 2-0. Le résumé de la rencontre avec Richard Etienne, Michel Terrasse et Maxime Morel. Est-ce que ça passe ? Non.
Il semble que ça passe pas. Donc vous retrouverez notre sujet football. Il faudra attendre le journal de 18h30. D'ici là, restez bien branchés sur Canal 10. On devait se quitter en musique avec la soirée de samedi au Guadeloupe Festival. J'imagine que ce ne sera pas possible non plus. Donc à retrouver également dans votre JT de ce soir à 18h30. Je vous rappelle que nous recevrons sur le plateau de notre édition Yvelise Boisset. Avec elle, nous ferons un point sur les listes et les forces en présence pour les régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains. C'est la fin de ce ZCL. Demain, Danick sera de retour. Je vous souhaite une très belle après-midi. À ce soir.